A todos, é uma alegria encontrar aqui com vocês hoje ao lado do professor Pierre Rosan Vallon. Essa é a segunda vez que ele vem ao Brasil nos últimos anos. Ele esteve aqui na década de 80 com Claude Lefort, mas eu não estou certo se ele veio ao Rio de Janeiro ou se ele ficou em São Paulo. Então, o professor Pierre Rosan Vallon, algo praticamente dispensa apresentações. O professor Pierre Rosan Vallon tem uma carreira longa e muito produtiva. Ele é atualmente professor do Collège de France, já faz pelo menos 10 anos. Foi diretor do Centro de Pesquisas Raymond Aron, na Escola de Altos Estudos em Paris. É autor de uma obra imensa, cujos livros que me vêm à cabeça agora, alguns deles apenas são A Era da Autogestão, A Crise do Estado-Providência, O Momento Guizot, A Sagração do Cidadão, A Democracia Inacabada, O Povo Inencontrável, A Contra-Democracia, O Modelo Político Francês, A Legitimidade Democrática e o último livro que saiu, quer dizer, o último, o penúltimo, foi A Sociedade dos Iguais, sobre a crise da democracia provocada pelo aumento crescente da desigualdade. E, recentemente, esse ano, ele publicou um pequeno livro, na verdade, que é um projeto de pesquisa que se chama O Parlamento dos Invisíveis. Não é? Hoje, o professor Pierre Rosan Vallon vai nos brindar com uma conferência que tem por título A Democracia do Século XXI. Eu vou acompanhá-lo numa tradução consecutiva. S'il vous plaît, bienvenue. Merci pour votre présence parmi nous. Merci de votre accueil. Parler de la démocratie au XXIe siècle, c'est faire un constat très simple. Falar da democracia no século XXI, Un constat très simple. Uma constatação muito simples. La démocratie a plus changé en 30 ans qu'elle avait changé depuis 2 siècles. A democracia mudou mais nos últimos 30 anos do que desde o início do século. Si l'on regarde les programmes des démocraties latino-américaines, françaises et américaines de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, se a gente compara os programas democráticos feitos na Europa, nos Estados Unidos ou na América do Sul, da virada do século XVIII para o século XIX, il y a eu tout un ensemble de conceptualisation autour de la citoyenneté, autour de la participation et du suffrage qui était commun à peu près à l'ensemble de ces expériences. Todos esses programas estavam organizados em torno de problemas como a cidadania, de la représentation. Cidadania e da representação. Si on lit les grands textes des pères fondateurs américains et des pères fondateurs français, c'était les discussions qu'il y avait encore dans les années 1960. Se a gente olha o programa democrático liberal político dos pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, ainda era o mesmo programa que era discutido na década de 60 desse século. Sur la différence entre démocratie représentative et démocratie directe. A diferença entre democracia direta e representativa. Sur le référendum. Sobre o referendo. Sur le rôle des partis politiques. O papel dos partidos políticos. Même si c'est sur ce point des partis politiques que la grande innovation a eu lieu à la fin du XIXe siècle. E a esse respeito específico dos partidos políticos, a grande novidade tinha tido lugar no final do século XIX. Le rôle des partis politiques liés au suffrage universel, c'était le seul vrai grand changement par rapport à la problématisation de la démocratie du XVIIIe siècle. A única grande problematização nova na questão democrática que apareceu era justamente a adequação dos partidos políticos à era da massificação, à era da democratização no final do século XIX e na virada do século XX. Si on regarde, par exemple, le programme du progressisme américain de la fin du XIXe siècle. Se a gente olha, por exemplo, o programa do movimento progressista norte-americano no final do século XIX, ce mouvement s'est organisé autour du référendum. O movimento se organizava todo em torno do referendo. Du recall. Do recall. Des primaires. Das eleições primárias. De la lutte contre la professionnalisation de la politique. Da luta contra a profissionalização da política. Et contre la guerre contre les politiciens. A guerra contra os políticos profissionais. Ces questions, comme celle du tirage au sort, sont restées pendant un siècle celles qui étaient sur l'agenda. Questões sobre como o sorteio permaneceram na agenda durante muito tempo. Alors que depuis 30 ans,
nous avons changé d'univers, nous sommes en train de changer d'univers démocratique, mais nous ne l'avons pas encore analysé. E de 30 anos para cá, a gente está no processo de saída desse universo de assuntos da democracia, mas nós ainda não começamos bem a teorizar sobre esse novo mundo. Je rappelle qu'en 1989, Fukuyama avait parlé de la fin de l'histoire. Então, em 1990, 89, o Fukuyama tinha falado do fim da história. Or, nous voyons aujourd'hui que partout dans le monde, la démocratie rencontre des difficultés. E hoje o que nós vemos é que por toda parte a democracia encontra dificuldades. Que le désenchantement citoyen Que o desencantamento cidadão est partout très fort, là même où la démocratie est récente. Então, mesmo onde a democracia é sorte, uma espécie de desencantamento com a cidadania está presente. Donc, nous faisons aujourd'hui l'expérience d'un sentiment de fragilité et de désenchantement en même temps. Então, a gente vive hoje a experiência do desencantamento e Désenchantement. do desencantamento e da desilusão. Et en même temps d'innovation. E ao mesmo tempo de inovação. Et je voudrais dans cet exposé insister sur 3 points. Ele gostaria hoje nessa exposição de insistir sobre 3 pontos. Le fait du développement des institutions non élues dans les démocraties. O desenvolvimento de instituições compostas de membros não eleitos na democracia. Les autorités indépendantes et les cours constitutionnelles. As autoridades administrativas, né, e independentes, as agências, acho que a gente pode chamar como de as agências reguladoras, e o judiciário. Né? Alors que toute la réflexion sur les institutions démocratiques avait été centrée sur l'élection. Até agora, todas as reflexões sobre as questões democráticas têm recaído sobre o problema da eleição. C'est un développement problématique. É desenvolvimento problemático. Le deuxième grand changement, c'est la dissociation entre la démocratie comme régime politique et la démocratie comme forme de société. O segundo ponto grande a ser centrado aqui é o descolamento entre democracia como forma política e democracia como forma de sociedade. Et le troisième grand changement, E terceiro grande mudança c'est la montée en puissance du pouvoir exécutif. é a ascensão do poder executivo. Alors que toute la théorie de la démocratie avait été une théorie du pouvoir législatif. Enquanto até muito recentemente toda a teoria da democracia era centrada em torno do poder legislativo. Commençons par le développement des institutions non élues. Então, comecemos pela discussão das instituições não eletivas. On peut vraiment parler d'une révolution silencieuse. Aqui se pode falar de uma verdadeira revolução silenciosa. C'est-à-dire c'est un mouvement généralisé qui n'a pas été théorisé encore. Foi um movimento generalizado que ainda não foi teorizado. Il correspond au fait Corresponde ao fato que la démocratie a reposé historiquement sur ce qu'on pourrait appeler la fiction majoritaire. que a democracia tem historicamente repousado sobre o que ele chama de uma ficção majoritária. On a fait comme si la majorité É como se a maioria était l'expression fosse a expressão ou correspondait à la totalité de la volonté générale. correspondente à totalidade da vontade geral. Or, aujourd'hui, nous voyons Hoje vemos qu'il est très rare que des partis politiques dépassent 55 ou 60%. é muito raro que um partido político consiga se aproximar ou chegar à metade dos votos totais. Avec des taux d'abstention qui sont très élevés. E isso ao lado da abstenção que é cada vez mais elevada. On peut dire qu'il n'y a aucun parti politique qui prend le pouvoir avec plus de 30% des inscrits aux élections. Hoje em dia é muito difícil que o partido que chega ao poder consiga ter mais de 30% do conjunto do eleitorado. Et donc là, il y a eu une contradiction fondamentale dans les démocraties entre ce qu'on pourrait appeler un principe de décision et un principe de justification. Então, daí vem uma contradição entre o princípio de justificação, então princípio de justificação Et de décision. e de decisão, um de decisão e outro de justificação. Car le principe majoritaire s'impose comme principe pratique de décision. O princípio majoritário se impõe como princípio prático, né, da decisão. Parce que un des traits caractéristiques de la démocratie, c'est de
mettre une fin au débat. C'est un pouvoir du dernier mot. Traço característico da democracia é conseguir pôr fim ao debate, dar a última palavra acerca de debate. On peut discuter de ce qu'est la justice, on peut discuter de ce qu'est la volonté générale, mais on ne discute pas du fait que 51 est supérieur à 49. Isso, a gente pode discutir o que é justiça, pode discutir diversos aspectos políticos, mas não se pode discutir que a maioria é 50% mais um. Donc le principe majoritaire s'est imposé depuis l'origine des élections majoritário se impôs desde o início das eleições comme un principe de simplification des décisions. Como princípio de simplificação da decisão. Mais ça n'était pas un principe de justification. Mas não era um princípio de justificação. Parce qu'en effet, la justification de la démocratie, c'est l'idée de volonté générale. Porque com efeito a ideia de justificação da democracia é a ideia de vontade geral. C'est-à-dire l'idée relative d'unanimité sociale. A ideia relativa de uma unanimidade social. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, le manque d'unanimité était perçu comme une sorte d'infraction à la démocratie. E de alguma maneira, no final do século XIX, o princípio da unanimidade foi percebido como uma infração à democracia. Une bonne société démocratique était censée s'exprimer de façon unanime. Quer dizer, até o final do século XIX isso aconteceu. A ideia de que uma boa sociedade que se regia democraticamente deveria ser regida pela forma unânime de seus membros. Et en fait, ça apparaît comme une fiction. E, enfim, isso aparece como uma ficção. Mais le problème d'une fiction, c'est que il faut avoir conscience du fait que c'est une fiction. O problema da ficção é que é preciso ter em mente que ela é de fato uma ficção. Une fiction, c'est une reconstruction de la réalité. A ficção é a reconstrução da realidade. C'est une reconstruction de la réalité pour la gérer plus efficacement. Sim, para gerir de maneira mais eficaz. Mais ça n'a pas de définition substantielle. Mas não é definição substantiva. Donc, cette fiction démocratique, elle est, on pourrait dire, techniquement nécessaire. Essa ficção democrática é, portanto, tecnicamente necessária. Mais il faut la compléter de façon substantielle. Mas é preciso completá-la de maneira substantiva. Comment? Como? En définissant d'autres manières de penser la généralité démocratique. Pensando outras maneiras de definir la généralidade démocratique. Parce qu'on peut dire que le suffrage majoritaire, c'est la vision d'une généralité arithmétique. O sufrágio é pensado como uma maioria aritmética. Mais il y a d'autres façons de penser la généralité démocratique. Mas há outras maneiras de pensar a generalidade democrática. Et on peut dire qu'il y en a essentiellement deux autres. Duas outras, sobretudo. Une première façon qui est ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle la généralité négative. A primeira delas é o que ele chama de generalidade negativa. La vision classique de la généralité arithmétique, c'est de dire qu'un pouvoir est conforme à la volonté générale s'il représente le maximum de citoyens. A generalidade aritmética é considerada maioria e se ela representa le maximum de citoyens. É o máximo de cidadãos. S'il est en quelque sorte le porte-parole de tous ces citoyens. Se ele for o porta-voz de todos esses cidadãos. La généralité négative part du principe qu'un pouvoir social de la volonté générale se définit par le fait que personne ne peut s'approprier le pouvoir. Parte do princípio de que ninguém pode se apropriar do poder. L'idéal d'unanimité, c'est que tout le monde participe au pouvoir. A ideia da unanimidade é que todo mundo participe do poder, do exercício do poder. L'idée d'impartialité, c'est au contraire qu'un pouvoir de la généralité, c'est le pouvoir que personne ne peut posséder. A ideia que personne ne peut posséder. Que ninguém pode possuí-la. Il y a une autre façon de définir la généralité, c'est ce que j'appelle le principe de réflexivité. Outra maneira de definir essa generalidade negativa é o princípio da reflexividade. C'est-à-dire de multiplier les formes de la généralité. Multiplicar as formas de generalidade. Je vais reprendre le premier point, la généralité d'impartialité. Então ele vai retomar esse primeiro ponto, que é a generalidade da imparcialidade. Elle est apparue, elle a commencé à être définie d'abord aux États-Unis. Começou a ser definida nos Estados Unidos. À partir d'un exemple historique très simple. A partir de exemplo histórico muito simples. C'est que dans les années 1890, il y avait un président des États-Unis qui s'appelait Harrison. Que na década de 10 havia presidente dos Estados Unidos chamado Woodrow Wilson. Harrison. Harrison, perdão, 1880. Harrison. Et un des
une des questions économiques les plus importantes à régler était la régulation des chemins de fer. Uma das regulações mais importantes a fazer naquela época era a das estradas de ferro. Parce que c'était la clé du développement économique à l'ouest. Que era a chave do desenvolvimento econômico no oeste. C'était la clé aussi de l'exportation des produits agricoles. E também dos produtos agrícolas. Et il y avait un petit nombre de compagnies qui représentaient le pouvoir économique. E havia pequeno número de companhias de estradas de ferro que representavam o poder econômico. D'où la nécessité reconnue de réguler les compagnies de chemin de fer. Da necessidade de regular essas companhias de estradas de ferro. Le problème, c'est que le président Harrison avait été l'avocat des plus grandes compagnies de chemin de fer. O problema é que ele era advogado dessas companhias de estradas de ferro. Donc, le Congrès américain a dit on ne peut pas confier à l'administration de Harrison le soin de réguler les chemins de fer puisqu'il a été l'avocat. Il y aurait un conflit d'intérêts. Então, o Congresso disse que ele não podia regular as estradas de ferro porque havia um conflito de interesse na medida em que ele era advogado delas, ou havia sido. Donc, ils ont dit il faut un autre gardien de l'intérêt général qu'un président élu dans ce cas-là. Então, era preciso ter uma espécie de outro guardião do interesse geral que não ele, que estava eivado de parcialidade. Et le gardien de l'intérêt général, ça va être une commission indépendante. E esse guardião do interesse geral foi pensado como sendo uma comissão independente. C'est comme ça qu'a été mis en place l'Interstate Commerce Commission. Aí apareceu essa comissão aí. Interestadual de regulação. Et ensuite, ça c'était un premier exemple. Mais ensuite, par exemple aux États-Unis, pour la régulation économique après la crise de 1929, les citoyens américains n'ont plus fait confiance au pouvoir fédéral pour régler, par exemple, pour réguler la bourse. Donc on a mis en place un organisme de régulation indépendant de la bourse, ne faisant pas confiance au pouvoir fédéral. A mesma coisa aconteceu depois da crise de 1929, que eles não haviam confiança em deixar a regulação dos assuntos financeiros nas mãos do governo e criar um outro poder independente, uma outra agência reguladora. Donc ça, ce sont des premiers exemples historiques très anciens. Então esses são os primeiros exemplos da criação dessas autoridades independentes, que são exemplos antigos. Mais à partir des années 1970, ce type d'institution s'est développé partout dans le monde. Depois da década de 1970, esse modelo de organização de agência reguladora se disseminou no mundo afora. Elles se sont développées partout où il y avait de la division sociale et des risques de conflits insurmontables. Então, sempre que havia risco de divisão social e de conflitos insuperáveis, essas agências se desenvolveram. C'était le cas des commissions électorales. Era o caso das comissões eleitorais. Une des premières commissions électorales qui étaient faites, c'est celle en Inde. E a primeira foi feita na Índia, Comme en Inde, il y a beaucoup de tensions religieuses. Na Índia, havia muito conflito religioso. Le découpage des circonscriptions électorales était un débat politique très, très aigu et ça ne pouvait pas être la majorité qui décide de cela. A maioria não podia decidir na Índia em razão dos inúmeros conflitos religiosos que existiam lá, decidir questões como, por exemplo, desmembramento dos círculos eleitorais. Donc, une autorité de régulation des élections indépendantes, c'était une des conditions de la paix sociale. Então, uma das condições da paz social era a existência de uma autoridade eleitoral independente. Et c'était le cas, par exemple, dans beaucoup de pays africains aussi, où il y avait des tensions tribales ou des tensions sociales extrêmement fortes. O mesmo se deu na África, onde havia também uma tensão tribal e conflitos muito agudos. Et puis c'est aussi le fait, par exemple, qu'en matière d'information, on a découvert que parce qu'un parti était majoritaire, il n'avait pas à contrôler, par exemple, les médias publics. Outra questão era que a maioria não controlasse também os meios de comunicação. Donc se sont multipliées les agences de régulation indépendantes des médias publics dans beaucoup de pays. Então, em muitos países também aconteceu o mesmo, a criação de diversas agências reguladoras destinadas a manter, digamos assim, a imparcialidade da mídia para fora das mãos de determinados grupos. Donc un des paradoxes, c'est que un gouvernement démocratique, pour faire preuve de démocratie, doit abandonner de ses prérogatives. Então, parece um paradoxo que o governo democrático, para se manter democrático, tem a necessidade de abrir mão dessas suas prerrogativas. C'est-à-dire que, en tant qu'expression de la majorité, il doit faire des choix tranchants. Enquanto representante da maioria, ele tem que fazer escolhas decisivas. Mais c'est reconnaître que dans la démocratie, il y a deux sphères. Mas reconhece que a democracia tem duas esferas. Il y a une sphère des choix qui divisent la société. Uma é daquelas decisões que dividem a sociedade.
il doit y avoir une sphère du consensus. E deve haver uma outra esfera de decisão que seja uma esfera de consenso. Et ce ne sont pas les mêmes modes de décision dans les deux sphères. A forma de decisão nas duas esferas não é igual. Et ce n'est pas les mêmes modes de gestion. E tampouco a forma de geri-las. On peut considérer comme participant de la vie démocratique qu'un choix fiscal soit un choix fait à la majorité. Então, a escolha fiscal, por exemplo, para a democracia é uma escolha pertence à maioria. Parce qu'il faut arbitrer entre des intérêts conflictuels qui sont différents. É preciso arbitrar entre conflitos que pertencem à maioria e que são diferentes. Il y a un choix social à faire. E é preciso fazer uma escolha social. Et il n'est pas possible, dans un domaine comme cela, de contenter tout le monde. E aí, numa esfera como essa fiscal, não dá para satisfazer todo mundo. Il faut arbitrer entre des intérêts. É preciso arbitrar entre os interesses. Alors qu'en matière de régulation de certains services publics, au contraire, là, on peut trouver des principes qui sont consensuels. Ao passo que em regulação de outros assuntos, como por exemplo de serviços públicos, é possível encontrar uma esfera de decisão mais consensual. Et donc, on peut dire que la partie des institutions non élues est devenue très importante par rapport aux institutions majoritaires. Então, essa parte de decisão dessas autoridades que não são eletivas tornou-se tão importante quanto a outra, que é a parte da decisão das instituições que são eletivas. C'est le cas, bien sûr, aussi du rôle des banques centrales. É o caso, claro, do Banco Central. Et si vous prenez les institutions européennes, E se olhamos, por exemplo, as instituições europeias, presque toutes les institutions européennes sont des institutions de régulation indépendantes. quase todas elas são agências reguladoras independentes. Il n'y a pas de démocratie majoritaire au niveau du fonctionnement des institutions européennes. Não existe democracia majoritária no plano das instituições europeias. L'autre grand exemple d'institutions non élues est celui des cours constitutionnelles. Outro exemplo de autoridade não eletiva é o caso das cortes constitucionais. Les cours constitutionnelles qui longtemps ont été non reconnues dans un certain nombre de pays. Cortes constitucionais que não foram durante muito tempo reconhecidas em muitos países. C'était le cas en France notamment. E na França, por exemplo. Et en Angleterre aussi, puisque le Parlement est considéré comme tout puissant. E também na Inglaterra, onde a teoria durante muito tempo considerou o parlamento todo-poderoso. Mais en même temps, si on veut assurer une protection des minorités, il faut qu'il y ait un pouvoir au-dessus du pouvoir majoritaire. Mas se, por outro lado, é preciso tentar garantir os direitos individuais, é preciso que haja um poder acima do poder majoritário. Et c'est donc interroger ce que veut dire la volonté générale. O que significa voltar a se perguntar sobre a natureza, ou o que seja a vontade geral. Ce que veut dire la volonté du peuple. Ou seja, a vontade do povo. Et c'est donc reconnaître qu'il y a plusieurs définitions concurrentielles du peuple. Então, e aí, nesse ponto é preciso ver que existem muitas definições concorrentes sobre o que seja o povo. On peut parler du peuple arithmétique ou du peuple électoral. Pode-se falar do povo aritmético, do povo eleitoral. Mais on peut aussi parler du peuple social. Mas pode falar também do povo social. C'est celui qui s'exprime à travers des manifestations, des événements, des revendications. Que se manifesta na rua com reivindicações, ou, enfim, onde ele tem visibilidade. Et traditionnellement, dans les démocraties, il y a un conflit entre le peuple social et le peuple électoral. Geralmente na democracia existe um conflito entre esses dois povos, né? O povo político, o povo eleitoral e o povo social. Ou une succession du rapport entre les deux. Uma sucessão de relações entre os dois. Mais il y a aussi un troisième type de peuple. Mas há também um terceiro tipo de povo. C'est ce que moi j'appelle le peuple principe. O povo princípio. C'est-à-dire le peuple qui est défini par les règles fondamentales d'organisation de la vie commune. Que define de maneira fundamental as organizações da vida comum. Et ça, c'est le rôle d'une constitution. Esse é o papel de uma Constituição. Le rôle d'une constitution, c'est d'être en quelque sorte une mémoire de la volonté générale. A Constituição serve de alguma maneira de memória do pacto social, da Constituição social. Donc la représentation, une constitution a un rôle représentatif. A Constituição tem um papel representativo. Elle représente non pas le choix électoral du moment, mais elle représente les principes organisateurs de la société. Ela não representa a escolha política feita no momento, mas o princípio organizador da sociedade. Donc on pourrait dire que la démocratie, elle est définie
par un régime pluraliste d'énonciation de la volonté générale. Então, a democracia é constitutiva de regime pluralista de definição do que seja a vontade geral. Il y a plusieurs définitions concurrentielles de la volonté générale qui doivent coexister. Então, esses princípios concorrentes, alternativos da vontade geral existem. De même qu'il y a plusieurs principes de représentation. Assim como também há diversos outros princípios também do que seja a representação. Donc tous ces massifs d'institutions non élues, então, esse enorme conjunto de instituições que não são eletivas, elles se sont développées sans avoir été théorisées. Elas se desenvolveram sem terem sido previamente teorizadas. D'où un certain nombre de dangers. Daí certo número de perigos. D'aller, par exemple, vers des formes de gestion technocratique ou un gouvernement des sages. Dos riscos dela é a defesa de governo tecnocrático, governo de sábios. Donc, dans ce grand changement, l'enjeu actuel, c'est de faire rentrer en démocratie ces institutions. Daí que, desse ponto de vista, o grande desafio teórico é trazer essas instituições para dentro de uma teoria da democracia. Et c'est reconnaître que la démocratie ne se définit pas simplement par un processus électoral, mais par un certain nombre de qualités. Então, a democracia não se define somente por um processo eleitoral, mas por conjunto de qualidades. C'est-à-dire qu'il y a une définition procédurale et une définition substantielle de la démocratie. Então tem uma definição procedimental e uma definição substantiva da democracia. La démocratie procédurale est celle qui est connue depuis plus longtemps. A democracia procedimental é essa que é conhecida desde muito tempo. Mais là, on commence à entrer dans une compréhension qualitative de la démocratie. Então começa-se agora a tentar entrar numa concepção qualitativa de democracia. Et par exemple, on voit bien que pour montrer la légitimité d'une institution, então, para mostrar a legitimidade de uma instituição, il faut faire la distinction entre ce qu'on pourrait appeler une légitimité d'autorisation. É preciso fazer uma distinção entre o que se pode chamar uma legitimidade de autorização et une légitimité d'exercice. E uma legitimidade de exercício. L'élection donne une légitimité d'autorisation. A eleição dá uma legitimidade de autorização. C'est un permis de gouverner, disons. Permite governar. Mais elle ne donne pas une légitimité d'exercice. Mas não dá uma legitimidade de exercício. Donc toutes les institutions non élues, todas as instituições não eletivas, vont devoir faire la preuve de leur qualité démocratique et subir des épreuves de légitimité d'exercice. Então, todas essas instituições não eletivas precisam, no exercício delas, sofrer, passar pela prova dessa legitimidade de exercício. Donc ça, c'est un premier volet d'exploration de ce qu'on pourrait appeler une démocratie post-électorale. Então, esse é o primeiro veio do que se poderia chamar de compreensão de uma democracia pós-eleitoral, compreendida no sentido pós-eleitoral. La deuxième dimension d'une démocratie post-électorale, c'est le constat de la dissociation entre la démocratie forme de société et la démocratie procédure. A segunda forma de tentar procurar diferenciar a democracia como forma procedimental da democracia procédure et forme de société. Quanto forma de sociedade. Le constat est de Tocqueville, il est bien connu. A constatação de Tocqueville é conhecida. C'est que l'idée démocratique, elle est la superposition des deux éléments. Que a democrática, ela parte da superposição de dois elementos. Pour Tocqueville, la démocratie, c'est le suffrage universel plus la société des semblables. Então, ela é o sufrágio universal mais a sociedade dos parecidos, dos assemelhados, dos iguais. Et on peut dire que cette dimension de société des semblables, elle a été mise en œuvre à travers la formation des États-providence modernes. Pode dizer que essa sociedade dos iguais ou dos assemelhados, ela foi produzida através do estado de bem-estar social moderno. Si on prend le continent européen, on peut dire que le suffrage universel, il fonctionne vraiment à la fin du XIXe siècle. O sufrágio universal começa a funcionar na Europa, por exemplo, no final do século XIX. Avec des avancées différentes selon les pays, un peu. Com marchas diferenciadas conforme cada caso, cada país. Mais le fait est que ce qu'on appelle le court XXe siècle, o fato é que no curso do século XX, celui qui va de la Première Guerre mondiale à 1989, la chute du mur de Berlim, o século XX considerado o período entre o final da Primeira Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim, a été un siècle de réduction considérable des inégalités. Foi século de redução considerável da desigualdade.
Et qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont expliqué cette réduction des inégalités. E essa redução das desigualdades pode ser explicada a partir de diversos fatores. Et il y a eu des facteurs tenant aux transformations du capitalisme lui-même. Alguns desses fatores estão ligados à transformação do próprio capitalismo. C'était le développement d'un capitalisme d'organisation. Foi pelo desenvolvimento de capitalismo de organização. Le capitalisme du XXe siècle, c'est un capitalisme dont l'efficacité Foi capitalismo da eficácia est liée à la qualité des organisations. Ligada à qualidade das organizações. Donc l'organisation l'emporte sur les hommes. A organização não importa sobre os homens. Ça a une dimension en termes de rôle de la force de travail, Dizia respeito à força de trabalho, mais également en termes de management. mas também em termos de gerenciamento. En termes du point de vue des travailleurs, cela veut dire que ce que le capital achète, c'est leur force de travail, Aquilo que o capital compra é a força de trabalho, qui est la même pour tous les travailleurs. que é a mesma para todos os trabalhadores. Et du point de vue des managers, E do ponto de vista dessas ça veut dire gerências, qu'ils ne sont qu'un élément dans la gestion de l'organisation. Ils ne sont qu'un élément dans la gestion. eles não são senão elementos da gestão. Cela signifie une chose très importante, c'est que la différenciation des rémunérations n'est légitimée que dans une forme technique limitée. Então, a diferença de salários era explicada como uma diferença Limitée. limitada. Aux États-Unis, le grand prophète du management dans les années 1960 s'appelle Peter Drucker. Peter Drucker foi esse grande teórico desse termo de gestão capitalista dessa Il a época. été le conseiller de toutes les grandes compagnies américaines. Era o conselheiro de todas as companhias americanas. Et il disait à ces compagnies qu'il n'était pas justifié d'avoir un salaire du PDG plus de 20 fois le salaire de l'ouvrier. Bom, de alguma maneira justificava que alguns salários não podiam ser maiores que outros para além de uma determinada proporção. Não é isso? 20 vezes. Aujourd'hui, même un parti communiste n'irait pas jusque-là. Ah, bom. Donc, à ce moment-là, on a eu une réduction des inégalités de revenus. Agora, então se viu uma redução da desigualdade de salários qui était liée à cette transformation de mode de production, ligada a essa transformação do modo de produção, dans lequel le capitalisme se définissait comme un capitalisme d'organisation, na qual o capitalismo se definia como um capitalismo de organização. et dans lequel les différences de revenus ne pouvaient être que des différences que l'on dirait fonctionnelles. Então, na qual as diferenças de salário se deviam ao fato de serem diferenças funcionais. Par exemple, le nombre d'années d'études que l'on avait fait, Por exemplo, o número de anos que se estudou. ou le nombre de personnes qu'on avait sous sa responsabilité. Mais c'était des facteurs objectifs. Ou o número de pessoas que se tinha debaixo da sua responsabilidade. Isso eram fatores objetivos para medir essas desigualdades salariais. En même temps, ce court XXe siècle est un siècle de réduction de la part des rentiers dans l'économie. Agora a gente está debaixo de uma parte de redução Des rentiers, dos rentistas, la part du capital. da parte do capital. À cause de l'inflation après la Deuxième Guerre mondiale Por causa da inflação depois da Segunda Guerra Mundial et après la Première Guerre mondiale à cause de la baisse de valeur du capital, notamment du capital immobilier. e depois da Primeira Guerra Mundial por causa da queda do valor do capital, sobretudo do capital imobiliário. Donc on pourrait dire en termes marxistes qu'on avait des raisons objectives de réduction des inégalités. Então se pode dizer em termos marxistas que havia razões objetivas para a redução da desigualdade, Mais il y avait aussi des raisons institutionnelles. mas havia também razões institucionais. C'est que le court XXe siècle, toutes les réformes sociales ont aussi été faites, toutes les réformes, on peut dire, d'État-providence ont été faites pour éviter des révolutions. Então todas as reformas que foram feitas depois da Primeira Guerra Mundial, no sentido de constituição do Estado de Bem-Estar Social, tiveram por razão política fundamental evitar as revoluções. C'était la théorie de Bismarck, il faut faire des révolutions fiscales pour éviter des révolutions sociales. Então, de acordo com a ideia de Bismarck, era preciso fazer uma revolução fiscal para evitar a revolução social. Donc on peut dire qu'il y a eu le rôle de ce que j'appelle un réformisme de la peur. Então há papel que se pode chamar de reformismo do medo. Il faut se souvenir qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, É preciso se lembrar que quando acabou a Primeira Guerra Mundial,
Dans un pays comme l'Allemagne, il y a eu des débuts révolutionnaires et des insurrections ouvrières qui étaient proches de reproduire ce qui se passait en Russie. Num país, por exemplo, como na Alemanha, que havia estado de insurreição generalizada que esteve a ponto de reproduzir o que havia acontecido na Rússia. Il faut rappeler qu'en Angleterre même, il y avait des grèves insurrectionnelles et que Lloyd George lui-même parlait du danger révolutionnaire en Angleterre. A mesma coisa se passava na Inglaterra. Havia também essas greves revolucionárias e o mesmo perigo foi suscitado, por exemplo, por um político trabalhista como Lloyd George. Et donc, il y a eu un réformisme social qui était un réformisme concédé pour éviter des révolutions. Então, foi um reformismo que era ceder para evitar a revolução. Et bien maintenant, ces deux éléments objectifs du capitalisme et ces éléments institutionnels ont été en quelque sorte complètement transformés. Esses dois elementos que existiam no século XX, de um lado, referentes ao capitalismo, de outro, do ponto de vista das instituições, se transformaram completamente nos últimos 30 anos. Le capitalisme a d'abord changé de nature. Em primeiro lugar, o capitalismo mudou de natureza. On est maintenant dans un capitalisme d'innovation. Nós vivemos agora um capitalismo de inovação, dans lequel ce n'est plus la force de travail qui compte, mais c'est l'investissement de la personne. Não é mais a força de trabalho que conta, e sim o investimento da pessoa. Et la créativité. E a criatividade. Donc il y a un facteur de différenciation objectif qui est beaucoup plus fort dans l'économie. Então há um elemento de diferenciação objetiva que é muito mais forte na economia. Et il y a du même coup une acceptation qui était plus grande des inégalités. E ao mesmo tempo há uma aceitação muito maior da desigualdade. Quand les inégalités deviennent fondées sur des théories de l'égalité des chances, elles sont plus acceptées que lorsque les inégalités sont fondées simplement sur des inégalités de l'héritage social. On accepte plus facilement les inégalités quand ce sont des inégalités qui sont supposées venir du mérite. Aceita-se muito mais a desigualdade quando elas são decorrentes da ideia de que elas são meritórias do que acontecia antes. Quand elles sont un facteur de la reproduction sociale. São fatores de reprodução social. Alors bien sûr, c'est toujours très difficile de faire la différence entre reproduction sociale et méritocratie. Ai, meu Deus do céu. C'est très difficile parce que la phrase doit être plus courte. Bon, plus court. Alors, il n'y a pas, c'est plus difficile aujourd'hui de faire la différence entre méritocratie. É mais difícil fazer hoje a diferença entre meritocracia et héritage social. E herança social. Et le fait est qu'aujourd'hui, o fato é que hoje, s'il y a une idéologie dominante dans les sociétés industrielle, se há uma ideologia dominante na sociedade industrial, c'est l'idée que la justice est d'ordre méritocratique. É a ideia de que a justiça deve ser meritocrática. Chose qui est très discutable. Coisa que é muito discutível. Mais qui est relativement acceptée. Mas que é relativamente aceita. Et ça veut dire donc une tolérance plus grande aux inégalités. E aí surge uma tolerância maior a respeito das desigualdades. Et aujourd'hui, on peut dire que le néolibéralisme, hoje se pode dizer que o neoliberalismo, c'est l'idéologie, é a ideologia que teorizou la méritocratie, a meritocracia, en la sistematizando à travers une philosophie de la société de concurrence généralisée. Sistematizando através de uma teoria da concorrência social generalizada. Donc c'est une version, on pourrait dire, ultra de la méritocratie. Digamos assim, é uma versão ultra da meritocracia. Et donc, nous sommes entrés pour ces raisons intellectuelles. Então, nós entramos por essa razão intelectual. Pour ces raisons tenant à la nature du capitalisme. Por essa razão também que tem a ver com a natureza do capitalismo. Et pour des raisons politiques tenant à la fin du réformisme de la peur. E pela razão política decorrente do fim desse reformismo do medo. Fin du réformisme de la peur, car aujourd'hui, quand il y a des peurs, reformismo do medo que hoje, quando há medo, elles ne produisent plus de la solidarité, mais au contraire de la dislocation sociale. Não produz mais solidariedade, sim o deslocamento do domínio da solidariedade. Les peurs sécuritaires, o medo securitário, elles produisent de la division sociale. Produz divisão social. La peur du terrorisme, elle produit du repli sur soi. O medo do terrorismo produz du repli sur soi. De recolhimento sobre si mesmo.
Alors que Isolamento. la peur de la révolution a produit la sécurité sociale O medo da revolução tinha produzido a segurança social. en Europe. Voilà la grande différence. Eis a grande diferença. Et donc aujourd'hui, cette relation entre l'État, la démocratie forme de société et la démocratie comme procédure est rompue. Então essa relação que havia entre democracia social de um lado e democracia procedimental de outro se rompeu, Avec comme conséquence tendo por conseguinte la multiplication a multiplicação des phénomènes de séparatisme social et de sécession. dos fenômenos de separação social e de secessão. Aujourd'hui, il y a 300 mouvements organisés de sécession régionale dans le monde, Hoje em dia há 3 tipos de movimentos de secessão social no mundo. dont récemment on a vu les exemples en Catalogne ou en Écosse. Catalunha, nós já vimos isso na Escócia, Mais en tout, il y en a 300. mas sempre em 3 sentidos. Pour ne pas parler évidemment de tous les mouvements de ségrégation sociale Sem falar nos movimentos de segregação social dans la vie urbaine. na vida urbana, Donc ça, c'est un phénomène massif. que é um fenômeno maciço. Donc on peut dire que la démocratie comme procédure s'est développée au moment où la démocratie comme forme de société régressait. Então essa forma de democracia procedimental ela se expandiu na proporção mesma que a ideia de democracia social, no sentido social, ela se encolheu, Avec des effets de dislocation com efeitos de deslocamento qui vont faire qu'aujourd'hui, il y a une instabilité très grande des sociétés. que vão fazer com que hoje haja uma grande instabilidade da sociedade. Et dans les instabilités dont se nourrissent bien sûr les mouvements populistes divers partout dans le monde. Instabilidade da qual se alimenta os movimentos populistas no mundo inteiro. Mais le troisième facteur qui me semble encore le plus important dans la transformation des démocraties contemporaines, O terceiro elemento que lhe parece, contudo, mais importante na transformação da democracia contemporânea c'est ce que j'appellerais le déplacement du centre de gravité démocratique. é o deslocamento, é o que ele chama de deslocamento do centro de gravitação democrática. Pour bien le comprendre, il faut refaire un peu d'histoire. Por bem entender e fazer um pouco de história, historiar um pouco, La démocratie moderne s'est définie à partir des deux notions de loi et d'impersonnalité. a democracia moderna se define a partir da ideia de lei e personalidade. L'émancipation démocratique, c'est en effet ne plus être dépendant d'un pouvoir personnel. A emancipação democrática não depende mais do poder pessoal. De pouvoir personnel. Do poder pessoal. C'était l'histoire de l'absolutisme dans le monde, c'est que la domination, c'était l'asservissement à une personne. Então, a ideia do absolutismo era a ideia de dominação, de sujeição a uma pessoa. Donc la grande idée démocratique, c'était ne plus être assujetti à une personne, mais être assujetti à une règle impersonnelle. Então, a transformação democrática passa do fato de que você não se sujeita mais a uma pessoa, você se sujeita a uma lei comum. Et c'est la définition. Pessoal comum. Et c'est la définition de la loi. Essa é a definição da lei. Être gouverné par la loi, ça n'est pas être gouverné par une personne. Ser governado pela lei não é ser governado por uma C'est pessoa, gouverné par une règle objective. por uma regra objetiva. Donc le vrai pouvoir en démocratie doit être le pouvoir de la loi. Então, o verdadeiro poder da democracia deve ser o poder da lei. La loi, c'est-à-dire, c'est un pouvoir de commandement A lei é um poder de comando impersonnel. impessoal. Et ce lien entre la démocratie et l'impersonnalité a été très important. Esse vínculo entre lei e personalidade tem sido muito importante. Avec peut-être une exception américaine dans laquelle on pourra revenir dans la discussion. Com exceção de uma situação americana sobre a qual a gente pode vir a falar depois. Mais toutes les théories de la démocratie ont été des théories critiques du pouvoir exécutif. Todas as teorias democráticas foram teorias críticas do poder executivo. Parce que le propre du pouvoir exécutif, c'est de gouverner dans la personnalité et la particularité. Porque a característica do poder executivo é governar através da personalidade e da particularidade. Donc tous les premiers régimes démocratiques ont voulu limiter l'exécutif. Então, todos os primeiros governos democráticos quiseram limitar o poder executivo. Je rappelle que, par exemple, en Grande-Bretagne, Por exemplo, na Grã-Bretanha, le cabinet était considéré simplement comme un comité du Parlement. o gabinete era considerado um comitê do parlamento. Au début de la Révolution française, c'est la même chose.
No começo da Revolução Francesa acontece o mesmo. On a même été jusqu'à supprimer les ministres, Chegaram-se ao ponto de suprimir a figura dos ministros. en disant il n'y a pas besoin de ministres, c'est l'Assemblée qui doit gouverner elle-même à travers des comités spécialisés. É a própria Assembleia, por meio de comissões especializadas, que devem governar, e não os ministros. Os ministros não são necessários. Au XVIIIe siècle, le deuxième concept du pouvoir de l'impersonnalité, ça a été la notion de marché. No século XVIII, a segunda concepção do poder impessoal foi a ideia de mercado. En effet, comme le disait Adam Smith, le marché permet de réguler sans qu'il y ait un pouvoir de domination ni un pouvoir d'affection entre les hommes. Le marché évite l'affection et la domination. Bom, a ideia de que o mercado governa sem a necessidade de dominação de alguém, né? Um mecanismo impessoal de regulação social. Et c'est pour cela que, et dans la Révolution française et dans la Révolution américaine, ces deux notions ont été très liées. Então, essas duas noções estiveram, por isso, muito ligadas nas revoluções francesa e americana. Et maintenant, on a du mal à comprendre ce lien parce qu'on lie la notion de marché à celle de capitalisme. E hoje em dia é difícil entender essa noção, tal como ela foi desenvolvida na época, porque a gente vincula a ideia de mercado com a ideia de capitalismo, Ce qui n'était pas le cas au XVIIIe siècle. que não existia no século XVIII. La loi et le marché, c'était les deux façons d'exercer un pouvoir impersonnel et donc c'était des institutions émancipatrices de l'humanité. Então, a lei e o mercado eram considerados, então, duas formas de emancipação do poder de dominação pessoal e, portanto, duas formas de poder impessoal. Et c'est pour cela que tout au long du XIXe siècle, les premières expériences démocratiques ont été des expériences de pouvoir parlementaire. Então, é por isso que as primeiras experiências democráticas no século XIX estavam sempre ligadas à ideia de um poder parlamentar. Des expériences, on peut dire, de ce qu'on a appelé les gouvernements d'assemblée. Ou seja, a ideia de um governo de assembleia. Et évidemment, le modèle de Westminster était un modèle archétypique de cela. O modelo arquetípico dessa concepção de poder foi o modelo de Westminster. Et tout cela va complètement changer à partir de la Première Guerre mondiale. Depois da Primeira Guerra Mundial, isso começou a mudar completamente. La démocratie au XIXe siècle, c'est très important de le souligner, A democracia do século XIX, é preciso sublinhar, a été liée au fait que c'était un siècle de paix. estava ligada à ideia de que o século XIX foi um século de paz. Après les guerres napoléoniennes, pendant un siècle, il n'y a pas eu de guerre en Europe, sauf la petite guerre franco-allemande qui a duré 6 mois. Não houve guerra na Europa entre o Waterloo e a Primeira Guerra Mundial, salvo a Guerra Franco-Prussiana, que durou 5 meses. La Première Guerre mondiale va changer complètement la façon de penser le pouvoir gouvernemental, A Primeira Guerra Mundial vai mudar completamente a forma de pensar o poder governamental, en insistant sur l'autonomie et la spécificité du pouvoir exécutif. Pensando a questão da autonomia e da especificidade do poder executivo. Le pouvoir exécutif donne en effet le primat à la décision sur la règle. O poder executivo frisa, na verdade, o primado da decisão sobre a regra. Il donne la prééminence au chef sur l'organisation. A preeminência do chefe sobre a organização. Et même quelqu'un qui deviendra une grande figure socialiste en France comme Léon Blum, E mesmo chefe socialista, como Léon Blum, na França, il a écrit un livre sur la nécessité d'une réforme gouvernementale escreveu um livro sobre a necessidade de uma reforma governamental qui mette en place un chef de gouvernement. que criasse a figura de um chefe de governo. Et il a même été jusqu'à dire qu'au fond, l'idéal républicain, c'était de réinventer une monarchie démocratique. E que a finalidade do governo republicano era de criar uma espécie de monarquia republicana. Mais à ce moment-là, il n'y a pas eu de théorie démocratique du pouvoir exécutif. Mas até esse momento não há teoria democrática do poder executivo. La vision du pouvoir exécutif s'est développée selon 3 axes. A visão do poder executivo se desenvolveu sobre 3 eixos. C'est ceux qui ont d'abord développé des théories de l'état d'exception. A primeira teoria do estado de exceção. C'est-à-dire, le pouvoir exécutif ne peut qu'être hors la démocratie. O poder executivo não pode estar fora da democracia. Celui qui a le premier théorisé cela en Allemagne, c'est Carl Schmitt. O primeiro a desenvolver essa tese na Alemanha foi Carl Schmitt. Et lui a développé justement le fait que
la centralité du pouvoir exécutif ne pouvait faire appel qu'à une autre définition de la démocratie que la démocratie électorale parlementaire. Ou seja, a centralidade do poder executivo devia exigir uma outra concepção de democracia que não era aquela democracia parlamentar que existia antes da Primeira Guerra Mundial. Qu'il y avait une incompatibilité entre démocratie à inventer et délibération. Havia uma incompatibilidade entre democracia à inventer et délibération. Une nouvelle démocratie et délibération. Nouvelle démocratie et délibération. Une nouvelle démocratie et délibération. La deuxième voie qui était fondamentale dans beaucoup de pays, le mot était inventé aux États-Unis, c'est la technocratie. O segundo eixo é a tecnocracia. En disant qu'un pouvoir exécutif doit sortir de la démocratie pour être confié entre les mains d'experts. Poder executivo deve sair de alguma maneira da esfera da democracia, entendida como poder dos especialistas. Donc, gouvernement d'exception et technocratie, c'est deux façons de mettre le pouvoir exécutif au-dessus de la démocratie. Então, a ideia de um governo de exceção e de um governo tecnocrático são duas formas de colocar o poder executivo acima da democracia. Et la troisième façon d'illustrer le pouvoir exécutif, e o terceiro modo de ilustrar o poder executivo, c'était la vision totalitaire du pouvoir société. Era a visão totalitária do poder sociedade. En disant que la question de la démocratie était réglée parce que le pouvoir appartenait à la société. Porque você resolveu o problema da democracia dizendo que o povo pertencia à sociedade. C'est ce qu'on a appelé la pyramide d'équivalence sur laquelle reposait le principe totalitaire. De respeito à pirâmide de equivalência sobre a qual repousava o princípio totalitário. En disant le parti est l'expression de la société. O partido dizendo-se que o partido é a expressão da sociedade. Le comité central est l'expression du parti. O comitê central era a expressão do partido. Le bureau politique est l'expression du comité central. O escritório do partido é a expressão do comitê central. Le premier secrétaire est l'expression du bureau politique. O primeiro secretário é a expressão do escritório do Politburo. Donc, le premier secrétaire est l'expression de la société. Então, o primeiro secretário é a expressão da sociedade toda. D'où la célèbre formule de Trotsky. Daí a célebre fórmula de Trotsky. Nous avons fait beaucoup mieux que Louis XIV. Fizemos melhor do que fez Luís XIV. Louis XIV disait « l'État c'est moi ». Luís XIV dizia que o Estado era ele. Et nous pouvons dire « la société c'est nous ». E nós podemos dizer que a sociedade somos nós. Donc c'est une troisième façon de penser le pouvoir exécutif en le soustrayant pratiquement à la démocratie. Então essa é a terceira maneira de pensar o poder executivo, absorvendo inteiramente a democracia, absorvendo a democracia nele. Du coup, après la Deuxième Guerre mondiale, então, subitamente depois da Segunda Guerra Mundial, il y a eu un mouvement général de reparlementarisation. Houve movimento geral de reparlamentarização. Reparlementarisation, bien sûr, dans les pays comme l'Allemagne et l'Italie, qui avaient vécu le fascisme et le nazisme. Reparlamentarização, claro, em países como a Alemanha e a Itália, que tinham vivido debaixo do governo totalitário. Reparlementarisation très forte en France. Reparlamentarização também muito forte na França. Aussi en Angleterre. Também na Inglaterra. Et ce qui a fait l'inflexion historique, c'est à partir des années 1960, le gaullisme. E o que fez inflexão nesse cenário todo, a partir da década de 60, foi o gaullismo. Ça en effet été le signe du début d'un mouvement de présidentialisation. Não, o gaullismo foi, digamos, o princípio de um processo de presidencialização do sistema. Qui n'a pas été compris comme tel à l'époque. Que não foi compreendido como tal na época. En effet, le gaullisme apparaissait davantage comme le retour à une formule bonapartiste du passé. Na época, o gaullismo apareceu e foi explicado como uma espécie de retorno a formas bonapartistas de poder que tinham existido no passado. Que é une formule d'avenir. Quer dizer, ou seja, mais ligado à ressurreição de algo passado do que algo que sinalizava para o futuro. Mais à partir des années 1970, mas a partir da década de 70, il est clairement apparu apareceu claramente
le développement universel de ce mouvement de présidentialisation des démocraties. Tá, de maneira universal apareceu essa dimensão geral de presidencialização da democracia. Et la reconnaissance du pouvoir exécutif s'est faite avec ce mouvement de présidentialisation. E o reconhecimento da centralidade hoje do poder executivo se dá em função desse movimento geral de presidencialização. Et maintenant, le seul continent dans le monde dans lequel la présidentialisation soit minoritaire, c'est l'Europe. Só na Europa em que esse movimento de presidencialização continua minoritário. Dans la vieille Europe. Na velha Europa. Dans tous les pays d'Europe de l'Est, l'exécutif est élu au suffrage universel. Em todos os países, mesmo no país da Europa Oriental, os presidentes são eleitos pelo sufrágio universal. C'est le cas de tous les pays d'Asie qui sont sortis de la dictature. Também todos os países asiáticos que saíram da ditadura. C'est le cas de tous les pays africains. Todos os países africanos. C'est le cas, on l'a vu, de tous les pays qui ont suivi les révolutions arabes. Todos os países que sucederam as revoluções árabes. Et bien sûr, l'Amérique latine. E claro, na América Latina. Mais en même temps, mas ao mesmo tempo, cette révolution de la présidentialisation, essa revolução de presidencialização, a été considérée comme la seule réponse foi considerada a única resposta à la démocratisation de l'exécutif. À democratização do executivo. Et c'est de là que procède e foi daí que procede tous les désenchantements contemporains. Que procedem todos os desencantamentos contemporâneos. En effet, cette vision présidentielle, elle se lie aux théories les plus classiques de l'élection. E com efeito, en effet, elle se lie aux théories classiques de l'élection. Ela se liga à théoria clássica da eleição. Les théories classiques de l'élection, elles sont doubles en effet. Essa teoria é dupla, na verdade. C'est une théorie de la nomination et une théorie de l'anticipation. É uma teoria de nomeação e outra de antecipação. La théorie de la nomination, c'est la plus évidente. Une élection sert à déterminer le titulaire d'une charge. O princípio da nomeação é óbvio, né? A eleição serve para você nomear aquele que vai exercer o cargo do poder executivo. Mais en fait, toutes les théories de l'élection ont été en même temps des théories de la réélection. Mas na verdade toda a teoria da eleição era na verdade uma teoria da reeleição. Et depuis le XVIIIe siècle, les deux éléments ont été pensés ensemble, même si on l'a oublié. Desde o século XVIII, esses dois aspectos foram pensados juntos, mesmo se já esqueceu desse fato. Et cela consistait à dire la chose suivante. C'est que si l'élection nomme une personne, l'attente de la réélection gouverne le comportement de la personne. Ou seja, se você elege alguém, a ideia de ser reeleito pauta o comportamento do eleito. Donc, quer dizer, a ideia de ser reeleito. Donc, dans l'élection, élection et réélection produisent deux effets différents. Então, eleição e reeleição produzem dois efeitos diferentes. Un effet de nomination et un effet de régulation des comportements. Então, um efeito de nominação e outro de nomeação e outro efeito de regulação do comportamento. Par le fait que l'élu qui veut se faire réélire anticipe le jugement à venir des électeurs. O eleito aquele que acaba de ser eleito de alguma maneira antecipa o julgamento dos eleitores. Et aujourd'hui, on voit que c'est cela qui ne marche plus. É isso que não funciona mais. C'est-à-dire que nous avons, comme je l'ai indiqué à propos des institutions indépendantes, Então, assim como ele acabou de falar a respeito dessas agências reguladoras, nous avons une démocratie d'autorisation, mais nous n'avons plus une démocratie d'exercice. A gente tem uma democracia de autorização, mas não tem mais ainda uma democracia de exercício. Et la démocratie d'exercice, elle est décisive car elle repose sur tout un ensemble d'institutions invisibles. E essa primeira forma de democracia, ela repousa sobre a ideia de des institutions invisibles. De instituições invisíveis. On peut dire qu'il y a trois types d'institutions invisibles. Tem três tipos de instituições invisíveis. Je reprends la notion d'institution invisible, je la reprends à l'économiste Kenneth Arrow dans son livre. La notion d'institution invisible est reprise à Kenneth Arrow. Ok, Kenneth Arrow. Ok. Qui
a fait appliquer cette définition à une seule institution invisible, la confiance. Então, Cantel simplesmente se dirigiu, usou essa expressão de instituição invisível para definir uma única instituição, que era a confiança. La confiance se définissant comme la possibilité d'anticiper le comportement de quelqu'un. A ideia de antecipar o comportamento de alguém, isso sendo a definição do que seja confiança. C'est la définition classique de Simmel. Que é a definição clássica de Simmel. Né? Simmel, la confiance, c'est l'hypothèse que l'on fait sur un comportement futur. É a hipótese que se faz sobre o comportamento futuro. Donc, pour gouverner, si la confiance est importante, c'est pour cela. E se a confiança é importante no governo, é por isso? C'est ce qui permet de se projeter dans le temps et de projeter une action dans le temps. É o que se permite dilatar uma ação no tempo? Projetar, dilatar. La deuxième grande institution invisible, c'est la légitimité. A segunda instituição invisível importante é a legitimidade. La légitimité, c'est ce qui donne la capacité d'exercer une fonction sans être contesté. É o que dá a capacidade de exercer uma função sem ser contestado. Et la troisième grande institution invisible, c'est l'autorité. E a terceira grande instituição invisível é a autoridade. Comme on l'a défini, prenons une définition classique de Hannah Arendt, disons. Que segundo a definição clássica de Hannah Arendt, l'autorité, c'est la possibilité d'être obéi sans exercer de coercition. A autoridade é o poder de ser obedecido sem exercer coerção. Et sans avoir à fournir de justification. E sem ter de se justificar. Le propre des institutions invisibles, o próprio dessas instituições invisíveis, c'est comme leur nom l'indique, d'être des économiseurs d'institutions. São economizadores de instituições. La confiance économise, par exemple, du contrat. A confiança economiza os contratos. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on sait qu'en termes économiques, ça a toujours été dans des groupes qui étaient très homogènes et qui n'avaient pas besoin de signer de contrat que s'est développée l'économie moderne. Trop long. L'économie moderne s'est développée dans des groupes qui n'avaient pas besoin de signer de contrat. Grupos que não precisavam assinar contratos. Il suffisait d'échanger un accord verbal. Tá, e tudo se resolvia através de acordo de cavalheiros. Donc tout pouvait aller plus vite. Tudo ia muito mais rápido. Et une société dans laquelle plus aucune institution invisible fonctionnerait, uma sociedade na qual nenhuma das instituições visíveis funcionasse, n'aurait pas de possibilité de se projeter dans l'avenir. Não tem como se projetar no futuro, ela não gera projeção. Donc aujourd'hui, c'est pour moi le plus grand enjeu des démocraties contemporaines. Então a grande questão da democracia contemporânea para ele, c'est de passer d'un régime de la démocratie d'autorisation, é passar da democracia da autorização à une démocratie d'exercice. A uma democracia de exercício. Et on le voit bien aujourd'hui, cette démocratie d'exercice, elle a deux massifs. E vê-se bem que o segundo tipo de democracia tem duas dimensões. D'abord, ce qui concerne la qualité des gouvernants. A primeira diz respeito à qualidade dos governantes. Et ensuite, ce qui revient à la relation entre gouvernés et gouvernants. E a segunda diz respeito às relações entre governantes e governados. Dans les sociétés modernes, les citoyens ne veulent pas être eux-mêmes les gouvernants, mais ils veulent être bien gouvernés. Hoje em dia, nas sociedades contemporâneas, os governados querem mais, eles querem ser bem governados, né? Além de ser. Et il y a, comme qualité essentielle des gouvernants, deux qualités. As qualidades essenciais dos governantes, dessa sociedade que não quer ser só governada, mas bem governada, são... C'est l'intégrité et le parler vrai. A integridade e... Le parler vrai. E a honestidade, falar a verdade. Sinceridade. Sinceridade e integridade. C'est-à-dire que on peut dire de cette façon-là que l'on passe d'une politique des programmes à une politique des personnes. Então passamos, na verdade, de uma era de política de programas para uma era de política de campanha. Pessoas, né? Les personnes étaient secondaires dans un monde dans lequel il y avait des clivages idéologiques clairement organisés. As pessoas eram secundárias no mundo onde havia grandes clivagens ideológicas organizadas. Dans lequel les programmes étaient clairement différenciés. Em que os programas eram claramente diferenciados. Mais dans une société où les programmes, où l'avenir est moins programmable, mas no mundo no qual o futuro é menos programável, ce qui permet de se projeter dans l'avenir, c'est les qualités des individus, o que se pode, des gouvernants. O que permite se projetar no futuro são as qualidades dos governantes.
C'est pour cela que le rapport à la corruption, à l'intégrité, a changé de nature dans la société contemporaine. Por isso que essa relação entre corrupção e integridade se modificou na sociedade contemporânea. Jamais un parti marxiste ne s'était construit en protestant contre la corruption. No sentido marxista. Les partis marxistes n'avaient jamais... Os partidos marxistas nunca se constituíram protestando contra a corrupção. Ils considéraient que la corruption était un problème secondaire par rapport aux structures de la société et de l'économie. Os partidos marxistas achavam que a corrupção era uma questão secundária diante da estrutura da economia. Quand il y avait eu le grand scandale de corruption avec le canal de Panama en France, No famoso escândalo do Panamá na França, no começo do século, tous les partis de gauche avaient dit le problème n'est pas le scandale de Panama, c'est le scandale du capitalisme. Diziam que o grande problema não era o escândalo do Panamá, mas sim o escândalo do capitalismo. Aujourd'hui, on ne voit pas les choses de cette façon-là. Hoje em dia não se vê mais as coisas desse jeito. Le parler vrai, c'est rappeler aussi ce sur quoi avait insisté Michel Foucault. O falar verdade é aquilo que, como disse Michel Foucault, en reprenant une expression de Polybe, l'historien du monde grec. Recuperando uma expressão de Políbio. Polybe disait la démocratie a deux dimensions. Políbio dizia que a democracia tinha duas dimensões. Je dis le mot en grec, l'iségoria et la parésia. Iségoria e parésia. Parésia. L'iségorie, ça veut dire la citoyenneté, la possibilité d'avoir une voix égale sur le forum. A primeira era a ideia de cidadania, de se estar igual no fórum, né? Et la parésia, c'est justement le parler vrai. E a paresia era a sinceridade. Ce parler vrai qui était opposé dans le monde grec à l'art rhétorique. Que se opunha no mundo grego à retórica. L'art rhétorique, c'est la parole qui a une capacité de convaincre par sa force et son habileté. A retórica era a força que permitia a persuasão pela sua força e pela sua habilidade. Alors que la parésie, c'est le fait de s'engager dans la parole et de mettre sa parole au-dessus de sa carrière. E a ideia da paresia era a ideia de se engajar sobre a palavra e fazer com que a veracidade da palavra prevalecesse sobre sua própria carreira. Alors qu'on peut dire que le rhéteur, c'est quelqu'un qui se sert de sa parole pour sa carrière. Então, a ideia de sujeito que se serve da palavra, serve dessa palavra? Il se sert de sa parole pour sa carrière. Pour sua carreira, para sua carreira. Et c'est ce qu'a défendu très souvent Démosthène. Dá o exemplo de Demóstenes, o orador que colocava a palavra a serviço da sua carreira. Et c'est une des vertus des derniers textes de Michel Foucault d'avoir mis l'accent sur cette dimension de la parésia. Um dos méritos da obra de Foucault foi ter posto ênfase nessa dimensão da parésia. Et on voit bien aujourd'hui que dans le monde démocratique, ces deux qualités qui font défaut, c'est vraiment justement le parler vrai et l'intégrité. E se veria que no mundo democrático de hoje, duas dimensões que estariam faltando seriam essas duas, a integridade e a sinceridade. Et puis, la deuxième dimension, à côté de la qualité des personnes, c'est la qualité des relations entre citoyens, entre gouvernés et gouvernants. Le problème est la deuxième dimension, c'est la relation entre gouvernés et gouvernants. Então, essa foi a primeira dimensão. A segunda dimensão era aquela referente a governantes e governados. En effet, on peut dire que ce qui définit la démocratie, c'est la qualité d'une relation de pouvoir. Então, o que define a democracia é a relação de poder, a qualidade de poder. Le pouvoir n'est jamais une propriété. O poder nunca é uma propriedade. Le pouvoir est toujours l'état d'une relation. É sempre estado de uma relação. C'est pour cela que l'expression prendre le pouvoir n'a jamais de sens. Por isso que a expressão tomar o poder não faz sentido. Il faut donc redéfinir l'idée d'appropriation du pouvoir. É preciso redefinir a ideia de apropriação do poder. L'appropriation du pouvoir, c'est la définition d'un mode de régulation. É a definição de modo de regulação entre gouvernés et gouvernants. Entre governantes e governados. Aujourd'hui, il y a un terme qui est à la mode, si je puis dire, pour définir cet idéal. Hoje tem termo que está na moda para definir esse ideal. C'est le terme de transparence. A ideia de o termo transparência. Mais je crois qu'il est trop général. Mas ele acha que essa expressão é geral demais. Et qu'il faut le déconstruire. E que é preciso desconstruí-la. Et le déconstruire à partir des relations
e desconstruí-la a partir de relação. Et très rapidement, je peux définir 5 niveaux de cette relation, 4 niveaux de cette relation. Haveria 5 níveis dessa relação. La lisibilité du pouvoir, A legibilidade do poder, la reddition de comptes, a accountability, é isso? accountability, voilà. Accountability. Ensuite, ce qu'on pourrait dire la réactivité, en anglais on dirait responsiveness, A responsividade et ensuite la responsabilité politique. e a responsabilidade política. La lisibilité veut dire que un pouvoir que l'on peut s'approprier, c'est un pouvoir que l'on est capable d'analyser. A legibilidade passa pela ideia de que só se pode tomar o poder se esse poder for compreensível, legível. Or, aujourd'hui, un des obstacles à la démocratie, c'est l'opacité des décisions et l'opacité des E institutions. hoje uma das dificuldades da democracia residiria na dimensão opaca do poder. Et c'est quand un système est illisible que se développent toutes les théories du complot. E quando o poder não é legível, quando ele é opaco, é então que se desenvolvem todas as teorias do complô. Et les théories du complot, elles reconstruisent un monde imaginaire. E essa teoria do complô reconstrui um mundo imaginário. Et en même temps, elles indiquent une façon imaginaire de reprendre le pouvoir. E indicam vias imaginárias de retomada do poder. Donc cette question de la lisibilité est essentielle. Então essa questão da legibilidade é essencial. La deuxième dimension, c'est la reddition de comptes. A segunda dimensão a levar em consideração é a accountability. Dans une division du travail, tout le monde peut être contrôleur, mais tout le monde ne peut pas exercer directement le pouvoir. É possível todo mundo, na verdade, controlar o poder, mas não é possível todo mundo exercer o poder. C'est le contrôle qui est universalisable. O que é possível universalizar é o controle, não é o exercício. Or, aujourd'hui, Hoje, il y a très peu d'institutions de la reddition de comptes. Autrefois, c'était les parlements qui étaient chargés de cela. hoje em dia há mais de uma instituição de controle do poder. Antigamente só tinha uma, que era o parlamento. Au temps du pouvoir exécutif faible, Havia um poder executivo fraco. les parlements étaient en quelque sorte les institutions de régulation de la démocratie d'exercice. Então, o parlamento daquele tempo era o poder que regulava essa democracia do exercício. Et maintenant, les parlements ne peuvent plus être ces institutions de régulation. E agora ele não tem mais como exercer esse papel. À cause, je n'entre pas dans le détail technique, Entre outros motivos, para não entrar em razões técnicas, de ce que l'on a appelé le parlementarisme rationalisé. se refere ao parlamentarismo racionalizado. C'est-à-dire que de plus en plus, la fonction des assemblées est de soutenir le pouvoir, Cada vez mais o papel das assembleias é de sustentar o poder, en constituant la majorité, constituir uma maioria que dê sustentação ao executivo, mais non pas d'être un organisme de contestation du pouvoir. e não contestar ou controlar esse poder. Ça, c'est un changement considérable par rapport à toutes les théories du rôle du Parlement. Isso é uma mudança considerável quando se considera todas as teorias que foram produzidas para justificar a existência do parlamento. La troisième dimension d'une qualité de la relation démocratique, Essa terceira característica dessa relação democrática c'est la réactivité, responsiveness. é a responsividade. C'est-à-dire, c'est le flux d'informations, de critiques, de délibérations entre pouvoir et société. É o fluxo de informações, de críticas entre o poder e os governados. Le premier à avoir un peu théorisé cette question, c'est Durkheim, O primeiro que parece ter teorizado um pouco essa questão foi Durkheim, en disant l'avenir de la démocratie, c'est la communion entre le pouvoir et la société. dizendo que o futuro do governo seria essa comunhão entre governantes e governados. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dirait l'agir communicationnel, pour parler comme Habermas, Hoje em dia a gente poderia falar como Habermas, o agir comunicativo. et non pas simplement l'appropriation classique de l'institution. E não mais a apropriação clássica das instituições. Et le quatrième élément de la qualité démocratique, c'est la responsabilité politique. Então, e o quarto elemento a mencionar é a responsabilidade política. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié dans les démocraties É contemporaines. algo que é completamente esquecido nas democracias contemporâneas. La théorie originelle de la responsabilité politique est la suivante. A teoria original da responsabilidade política era a seguinte:
c'est de comprendre qu'il faut équilibrer l'actif d'un pouvoir par un passif. Que é preciso equilibrar o ativo do poder por um passivo. Et cela, c'est en Angleterre qu'on l'a très bien compris au début du XVIIIe siècle. E teria sido na Inglaterra que isso foi mais bem compreendido no começo do século XVIII. C'est-à-dire, en démocratie, un pouvoir ne peut être fort que s'il accepte des formes de vulnérabilité. Em democracia, um poder não pode ser forte se ele não aceita certas formas de vulnerabilidade. Et c'est même l'acceptation de cette vulnérabilité qui va être en Angleterre le moteur du développement du rôle du cabinet E a aceitação du rôle du Premier ministre. dessa ideia de vulnerabilidade necessária que vai se desenvolver o papel do gabinete e do primeiro-ministro. Et qui va passer notamment par une capacité d'anticipation personnelle, Que vai passar por uma capacidade de aproximação pessoal, du désaccord entre le pouvoir et l'opinion. de desacordo entre o poder e a opinião. Cela veut dire anticiper un désaccord par la démission. Ou seja, antecipar os acordos pela demissão. Mais la démission qui n'est pas une obligation institutionnelle, Uma demissão que não é uma obrigação institucional, qui est une sorte de reconnaissance du pouvoir implicite de l'opinion. que é uma espécie de reconhecimento do poder da opinião. Et aujourd'hui, c'est un sens qui a existé un moment en Angleterre au XVIIIe, au XIXe, mais qui s'est complètement perdu dans les démocraties modernes. Esse foi o sentido que existiu naquele tempo na Inglaterra, no começo do século XVIII, mas que se perdeu. Parce qu'à la place de la responsabilité, c'est développer le sens de la pénalité. Esse sentido de responsabilidade desapareceu pelo aparecimento no seu lugar de uma ideia de penalização. C'est-à-dire, l'insatisfaction même des citoyens les amène à vouloir traîner les pouvoirs publics devant les tribunaux. Penalização, a ideia de que os cidadãos podem colocar os governantes diante dos tribunais, levá-los às barras dos tribunais. Donc, d'une certaine façon, on transforme par un jugement ce qui peut être une action d'anticipation d'un pouvoir gouvernant lui-même. A ideia de um poder que poderia antecipar as suas próprias ações foi substituído por a ideia de julgamento. Et la responsabilité politique, elle part justement de cette distinction entre pénalité et E a responsabilité. responsabilidade política parte dessa distinção entre responsabilização e penalidade. Pour le comprendre en Angleterre, je ne vais pas le développer, mais c'est l'histoire de l'impeachment. É a ideia do surgimento do Instituto de Impeachment na Inglaterra. L'histoire de l'impeachment en Angleterre, A história do impeachment na Inglaterra c'est le fait que on peut mettre en procès é o fato de se poder processar un ministre ou un haut fonctionnaire um ministro ou um funcionário pour un crime, par exemple, de corruption por um crime, por exemplo, como de corrupção ou de haute trahison. ou de alta traição. Mais donc, c'est une régulation pénale. É, portanto, uma regulação penal. Et en Angleterre, le Parlement a condamné et fait exécuter des amis du roi. E na Inglaterra, de fato, foram processados e executados os amigos do rei. Donc, c'était une forme de régulation extrême. Então, era uma fórmula extrema de regulação. Et donc, les hommes politiques ont préféré la démission plutôt que la décapitation. Então, os políticos preferiram a demissão do que a decapitação. Donc, c'était l'apprentissage de la responsabilité politique. C'est anticiper un problème en se retirant du jeu. Então essa é a ideia da responsabilidade. Você antecipa, né, as suas ações para evitar Mais o pior. cette anticipation, en même temps, donne du pouvoir. Mas essa antecipação do poder confere poder. Parce qu'un pouvoir qui accepte de se soumettre à une épreuve de ce genre-là est un pouvoir respecté. Poder que aceita eventualmente submeter a um julgamento, quer dizer, a uma medida como essa, é um poder respeitado. Alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la tendance des gouvernants est de dire le seul juge, c'est l'électeur. Ao passo que hoje em dia há uma tendência a dizer que o único juiz é o eleitor. Mais comme l'électeur ne se manifeste pas très souvent, eh bien entre les deux, il y a le désenchantement démocratique et la démission citoyenne. E como, na verdade, o eleitor não se manifesta com tanta frequência, o que há entre uma coisa e outra é esse desencantamento democrático, o cidadão. Donc aujourd'hui,
il faut définir un pouvoir exécutif démocratique à partir de la construction de ces formes de démocratie d'exercice. Então, hoje em dia, é preciso reconstruir esse poder executivo a partir dessa perspectiva de democracia do exercício. Les différents éléments que j'ai soulignés, ces trois parties, l'avènement des institutions non élues, Então, essas três formas de democracia que se referiu, le déclin de la démocratie forme société, o declínio dessa democracia enquanto forma de sociedade et ce déplacement du centre de gravité démocratique e esse deslocamento do centro de gravidade democrático font que les partis politiques ne peuvent plus être le cœur d'organisation de la vie démocratique. fizeram com que os partidos políticos não pudessem mais ser o coração da organização democrática. Ils jouent évidemment toujours leur rôle dans la sélection des candidats aux élections, Eles desempenham o seu papel de seleção dos candidatos na eleição, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de demandes pour accroître le rôle des primaires, par exemple. ainda que haja hoje uma demanda crescente para aumentar o papel das primárias. Mais leur spécialité, c'est d'être en quelque sorte les organisateurs de la démocratie d'autorisation. Mas a especialidade dos partidos políticos hoje é organizar essa democracia de Ils ne autorização. peuvent plus être les organisateurs de la démocratie d'exercice. Eles não podem ser mais os organizadores da democracia de exercício. Et donc, il faut peu à peu développer les institutions nouvelles Então é preciso desenvolver instituições novas capables de jouer ce rôle. capazes de exercer esse papel. Et elles sont émergentes aujourd'hui, E elas são emergentes hoje, mais elles n'ont pas encore été véritablement ni conceptualisées, ni développées. mas elas não foram ainda nem conceptualizadas nem desenvolvidas. C'est ce qu'on appelle les Good Government Organizations. É o que se chama Les Good Government Organizations. Entendi nada. Good Government, O good government. Ok. A ideia do bom governo, do bom gouvernement, voilà, mais sans que ce soit encore organisé. que ainda não foi organizado. É o core, né? On peut dire que la révolution démocratique de la fin du 19e siècle s'est faite avec l'invention des partis politiques. Então, essa revolução democrática no final do século XIX foi feita pelo surgimento dos partidos políticos. Parce que ce sont les partis politiques qui ont permis de donner corps au suffrage universel, Foram os partidos políticos que conseguiram dar substância ao sufrágio universal. qui ont été la force de canalisation et d'organisation du suffrage universel. Conseguiram canalizar e desenvolver o potencial do sufrágio universal. Et bien maintenant, le grand enjeu de la démocratie contemporaine, c'est les organisations capables de canaliser et d'organiser la démocratie d'exercice et non plus simplement la démocratie d'organisation. Então, o que se trata hoje é tentar Autorização. pensar quais são as instituições capazes de organizar essa democracia de exercício e não apenas a democracia de autorização, tal como elas foram organizadas pelos partidos políticos no século XIX. Et là, un mouvement est en train de commencer. E parece que o movimento está em vias de começar. Il y a 15 jours, par exemple, j'étais à Mexico, Há 15 dias atrás, o professor esteve no México, où il y avait un grand congrès de toutes les organisations latino-américaines onde havia um grande congresso de todas as organizações latino-americanas qui agissent dans le domaine de la reddition des cuentas, que foram criadas tendo por objeto essa questão da accountability et de la dimension de transparency. e demandando transparência. Mais là, ces organisations sont simplement, je dirais, en train de naître. Mas essas são organizações que estão ainda nascendo, Elles n'ont pas encore pris leur plein essor. ainda não tiveram como desenvolver, como assumir se desenvolver inteiramente. Et juste pour, non pas conclure, mais introduire la discussion en quelques mots, E não necessariamente para concluir a discussão, mas para introduzir a discussão, cela veut dire que le développement de la démocratie passe par sa complication et non pas sa simplification. para se dizer que o desenvolvimento da democracia passa pela sua complicação e não pela sua simplificação. Alors que la grande idée démocratique, c'était justement la simplification. Quando na origem a ideia primária da democracia era simplificar, não era complicar. Et que la démocratie était de l'ordre des institutions et non pas des comportements. E que a democracia era apenas da ordem das instituições e não de comportamento. Et c'est aussi dans ce deuxième domaine de la qualité démocratique et des comportements démocratiques qu'il faut aujourd'hui s'engager pour la développer. E para desenvolver a democracia, é justamente necessário pensar nessa segunda dimensão da qualidade da democracia, que diz respeito ao comportamento dos atores. Alors je conclurai en disant une chose très importante. Eu
concluo dizendo alguma coisa muito importante. C'est que je remercie beaucoup le traducteur. Ah, merci bien. Parce que Nunca mais. Christian a fait l'essentiel.